Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer tout doucement. On attend de voir un peu qui se connecte. Ouais, on commence à avoir plein de participants. Le chiffre monte. On est ravis de participer de cette nouvelle expérience dans le cadre des projets Maisons et Objets, de rejoindre la communauté Maisons et Objets, de vous inspirer en cette fin d'après-midi pour ceux qui sont sur ce fuseau horaire, mais en tout cas de porter cette bonne parole un peu plus loin pour ceux qui sont dans d'autres coins de la planète. Et on le sait, nos amis asiatiques nous rejoignent aussi. Donc, l'idée, c'est pendant 1 heure de faire le tour de ce qui s'est passé autour des événements, le contexte, et puis ensuite de mettre en perspective les comportements de consommateurs, les pistes, attitudes qui nous semblent pertinentes pour notamment 2021. Et alors, si on se présente un peu avant de rentrer dans le détail, on va vous parler Nelly Rodi, notre agence, mais je me présente, Lucille Le Goualet, et je suis avec Vincent Grégoire. Voilà, moi je manage le pôle Insight chez Nelly Rodi. Et moi, du coup, je travaille avec Vincent, effectivement, en tant que consultante senior au sein de l'agence. Et alors, qui sommes-nous? Qui est Nelly Rodi? Que faisons-nous là ici? Voilà, notre mission, c'est nous sommes une agence de conseil en intelligence business et créative. Notre mission, c'est d'accompagner les marques pour les aider à anticiper l'évolution des modes de vie, des comportements, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête des consommateurs, d'avoir toujours cette longueur d'avance qui fera la désirabilité et la performance des marques, qu'elles soient distributeurs, fonds d'investissement, créateurs ou simples personnalités qui souhaitent appréhender la suite des événements. Et alors, avant de se lancer un peu plus dans le pourquoi du comment nous sommes là, on va couper la vidéo pour que vous puissiez vous concentrer sur les visuels, les slides et tout ce qu'on a envie de vous partager. Vous allez voir, c'est 1 heure, mais 1 heure qui va être dense et intense. Et on espère vous inspirer, on espère surtout vous faire passer un bon moment. On se reconnectera en vidéo à la fin pour les échanges et les questions, mais en attendant, à tout de suite par la voix. Donc Lucille, je vais te laisser démarrer la première partie et puis moi, j'assurerai l'atterrissage conso et la mise en perspective. Allez, à toi la parole. Alors, de quoi on va parler concrètement aujourd'hui? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, on est en train de vivre quand même une période qui est incroyable, qui est complètement unique dans les bouleversements qu'on a vécu et qu'on est encore en train de vivre. Et alors, plus que jamais, et ça, c'est un peu notre mot d'ordre chez Nelly Rodi, on ne peut pas dissocier le contexte sociétal de la consommation. Et alors, nous, ce qui va nous intéresser, justement, c'est de plonger un peu à la fois dans ce contexte sociétal, décrypter les comportements consommateurs, s'interroger bien sûr sur ce que ça veut dire pour les marques et enfin commencer à poser un peu les fondamentaux que nous, on prévoit pour l'après-crise autour de 4 grandes postures consommateurs. Alors, contexte sociétal, pourquoi? Effectivement, le Covid, au moins, ça nous a forcé à nous poser des vraies questions, à nous poser sûrement des bonnes questions. Et oui, qui dit coronavirus, dit contrainte, dit combat, dit confinement, dit cohabitation parfois non voulue, dit absence de confort, dit parfois même conflit et coût. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de voir tout le positif qui a surgi de ça en termes de nouveaux rapports à la convivialité, nouveaux rapports au collectif, comment on a réussi à recréer justement des cocons dans son rapport à l'habitat, comment on est allé chercher des choses très concrètes pour aller trouver des solutions. Et tout ça impacte bien entendu le rapport qu'on a à soi, aux autres, à la consommation et donc aux marques. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse un peu à la consommation et au triptyque marque, consommateur et consommation, on se rend bien compte qu'on vit dans une ère de friction et une ère du paradoxe. C'est-à-dire que le Covid, finalement, a exacerbé, a révélé des paradoxes un peu internes avec lesquels on vit finalement un peu tous, entre le slow, le fast, entre, on va dire, le cerveau gauche et le cerveau droit, entre la raison et l'émotion. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, finalement, ces paradoxes, c'est aussi des opportunités. Et on va aller s'interroger sur comment les marques peuvent trouver leur équilibre autour de cette harmonie conflictuelle. Alors,
qu'est-ce qu'on entend par harmonie conflictuelle? Typiquement, si on regarde la question de la responsabilité un peu à la sortie du confinement, on va avoir des attentes hyper fortes de la part des consommateurs sur le rôle des marques, sur la responsabilité des boutiques, la responsabilité justement des salons, sur le fait d'être hyper exigeant, d'être hyper exemplaire sur les mesures de protection. Et puis en même temps, paradoxalement, on va retrouver les mêmes personnes dimanche pour la fête de la musique, rue de Paradis, dans une insouciance complètement retrouvée où finalement les règles de ces derniers mois n'ont pas lieu parce qu'on a besoin de reconnecter avec ce semblant de normalité, mais du coup un peu cette insouciance inconséquence. Pareil, quand on parle de distanciation, la distanciation, déjà, elle a été hyper paradoxale, c'est-à-dire qu'on nous a parlé de distanciation sociale, mais en réalité, ça a été une distanciation majoritairement physique. On a juste réinventé nos comportements sociaux, on a réinventé nos rituels de sociabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, on n'avait jamais pu autant faire de choses sur le digital. On a complètement compensé justement cette distanciation physique avec un renouveau un peu de l'utilisation du digital qui nous a rappris à se reconnecter ensemble, qui nous a montré qu'on pouvait assister à des concerts, aller voir des musées, faire des cours de yoga gratuits, des cours de cuisine à tout va, tout ça avec l'aide justement de la connexion Internet. Et pourtant, paradoxalement, dès que les magasins ont commencé à réouvrir, que ce soit Hermès à Canton en Chine ou Zara en France, on a vu justement des queues de personnes qui avaient besoin de renouer avec ces interactions indispensables. Alors que pourtant, ils auraient très bien pu faire les mêmes achats sur Internet. Donc, quand on parle un peu d'avenir du commerce, non, l'avenir ne sera pas 100% digital ou 100% physique. On va rester dans une complémentarité, on va rester dans cette idée d'omnicanalité et de digital qui est donc à prendre en compte de la part des marques. Et le consommateur va lui-même composer avec les deux. Et puis la morale, c'est-à-dire que le Covid a un peu révélé en nous ce sursaut d'injonction solidaire. La première injonction morale étant de se dire le fait de rester chez moi peut sauver des vies, le fait de consommer différemment ou justement de ne pas consommer peut sauver des vies. Et on l'a vu, cette injonction solidaire, cette mobilisation, que ce soit de la part des marques qui ont complètement abandonné leur cœur d'expertise, la vente des produits pour mobiliser leur savoir-faire au profit justement d'une mission très citoyenne et de sauvetage de la société, ou même justement des consommateurs qui ont soutenu les commerces locaux, qui ont soutenu les acteurs qui souffraient de cette crise et les individus. Et puis en même temps, toujours paradoxalement, que ce soit pendant le Covid, on a eu cette fameuse guerre des papiers toilettes, cette crise du papier toilette, où finalement on a eu un peu un retournement de la fameuse pyramide de Maslow. Vous savez, la pyramide de Maslow, la base, c'est les fameux besoins physiologiques et de sécurité. On a l'impression que ça, pour nous, c'était un peu laissé de côté au profit d'un épanouissement un peu plus holistique. Mais en réalité, on l'a bien vu, dès qu'il y a panique, dès qu'il y a crise, on se ressent tout de suite sur moi. Il faut que je sécurise mes besoins avant d'être capable de penser aux autres. Et puis là, typiquement, à la sortie du confinement, le rapport au masque qu'on retrouve un peu partout dans la rue et pas forcément aux bons endroits. Donc la conscience, elle est aussi paradoxale. On a vu cette fameuse consommation patriotique pendant le confinement. On veut consommer français, on veut soutenir les acteurs locaux. Il y a des choses incroyables qui ont été faites. On a eu l'impression que comme jamais, on était capable de consommer différemment. Et c'est vrai que quand on interroge notamment les Français, on a l'impression que quasiment tous, à la sortie du confinement, oui, on va consommer plus responsable, on va consommer moins mais mieux, on va consommer local, on va consommer français, on va relocaliser. Et puis en réalité, on a quand même toujours du mal à résister un peu à cette spontanéité de consommation, à ces impulsions aussi de consommation, que ce soit pour aller chez McDonald's alors qu'on a consommé 100% français depuis 4 mois, ou encore ces fameuses bonnes opportunités, bons plans, où on a un peu du mal à résister à l'appel de la consommation. Typiquement, les Black Friday ou le Single Day en Chine qui, chaque année, battent de nouveaux records. Et donc ça, ce paradoxe, on le retrouve aussi dans l'expérience. C'est-à-dire que justement, le Covid et le confinement, pour ceux qui ont été confinés, ça a posé la question du rapport au soi, du rapport à l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Qu'est-ce que le commerce essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel à ma survie? Et on a vu un peu deux mouvements. Le premier qui était le recentrage sur soi, se recentrer sur les choses qui sont importantes, ma famille, mes proches, ma santé, mon corps, etc. Et en même temps, un côté un peu... Je souffre de l'isolation, j'ai l'impression de perdre un temps qui est précieux et du coup, je vais chercher à le rattraper à la sortie du confinement. Donc, je vais réaccélérer mon rythme comme si je cherchais à rattraper le temps perdu ou alors j'ai été dans une représentation 24 heures sur 24 avec tout ce que j'avais en termes de créativité, de réseaux sociaux et de moyens d'expression.
Et donc, forcément, ça questionne le rapport à l'intimité. Pourquoi ? Parce que pour faire tout ça, on a eu besoin d'Internet, on a eu besoin de devices électroniques. Et finalement, cette dépendance numérique, on nous a un peu présenté ça comme une tech salvatrice, comme si la technologie allait sauver un peu la citoyenneté, allait nous sauver du Covid. Alors, pas forcément dans les hôpitaux, mais plutôt dans notre capacité à rester connectés les uns avec les autres, à continuer à se divertir et pas se morfondre justement dans son isolation. Alors, les GAFA, elles ont quand même un peu saisi cette opportunité. Les GAFAM, ce sont ces grands de la Silicon Valley. Nous, on rajoute Alibaba, Huawei et Microsoft parce que ça vient aussi de la Chine. Et alors, on a vu des alliances avec les pouvoirs en place. Bien entendu, toutes les applications de tracking, toutes ces choses qui ont commencé à rentrer de plus en plus dans notre intimité, ne serait-ce que le télétravail, l'accélération, la mise en place du télétravail a aussi accéléré le rôle de la technologie dans notre intimité, dans notre habitat. Et alors ça a ses côtés positifs. Et puis, on a le côté un peu tech flippé et tech fliqué, avec ce côté un peu privacy parano, qui est de se dire, mais où va toute cette data ? Où va toute cette information ? J'avais déjà un peu peur avant, maintenant je me dis que c'est encore pire. Alors je suis prête à donner à l'un, mais pas à donner à l'autre. Et du coup, ça va être encore et toujours un gros enjeu de la part des marques de gérer cette data dont elles ont besoin pour rester dans la course et de la compétitivité et mieux parler à leurs consommateurs, sans en même temps avoir cette impression quand même de flouer les consommateurs et de les déposséder de quelque chose de très intime. Et quand on parle consommateur, on est obligé de parler du pouvoir du consommateur, c'est-à-dire qu'on l'a vu, ce switch des dernières années où on avait une relation un peu top-down des marques aux consommateurs, la marque reine et le consommateur client, même si client roi. Maintenant, on a vraiment le consommateur qui a son pouvoir et son pouvoir, c'est quoi ? C'est sa force de backlash, c'est sa force de boycott. C'est ce qu'on appelle la cancel culture, ou nous, on pourrait dire très bien le tribunal médiatique des réseaux sociaux et des consommateurs. On a l'impression qu'une marque qui fait un faux pas, un groupe qui fait un faux pas, qui n'est pas positionné au bon moment sur les bonnes questions, que ce soit des questions économiques, identitaires, environnementales. Dernièrement, bien entendu, tout ce qui se passe autour de Black Lives Matter, où les groupes sont énormément remis en question sur les notions de diversité et d'inclusivité. Et je suis prêt à exercer mon pouvoir de consommateur, qui est du coup de dénoncer et de boycotter une marque pour la forcer à changer. Et puis du coup, à l'inverse, on a les marques qui vont chercher à ne pas subir ces fameux backlash, ces fameux scandales, et qui vont anticiper. Alors anticiper, ça veut dire s'excuser et assumer quand on ne fait pas les choses bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que les marques sont au même niveau que les consommateurs et les consommateurs au même niveau que les marques, et bien forcément, chacun a ses torts. Personne n'est parfait, ni les consommateurs, ni les marques. Donc, il y a reconnaître ses imperfections, reconnaître ses aspérités, ne pas chercher à les cacher. Et puis, il y en a qui vont carrément dévancer, quitte à perdre des consommateurs par leur parti pris, mais qui vont refuser la tiédeur de la non-conviction. Et alors ça, forcément, ça a impacté la manière dont on a consommé et dont on consomme encore aujourd'hui. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, finalement, cette crise, oui, crise économique, oui, crise sanitaire, crise aussi environnementale et crise identitaire. Le Covid a révélé justement les inégalités, les failles et la fragilité de nos sociétés face à ces questions cruciales. Ça nous a forcé à se poser des questions, mais c'est surtout une crise qui a été essentiellement humaine. On peut appeler ça retour de flamme, justement backfire ou effet papillon. La crise du Covid n'est en réalité que les conséquences du comportement humain et on a forcément géré cette crise avec notre humanité. Et donc, chez Nelly Rodi, effectivement, on a l'impression que cette crise terriblement humaine et quand même terriblement inédite, elle s'est gérée en 3 temps. Résistance, résilience et renaissance. Aujourd'hui, à la sortie du confinement, on commence à revenir aussi au travail, etc. On est quand même toujours dans une période de résilience et les profils consommateurs qu'on va vous présenter à la fin, pour nous, c'est la fameuse renaissance qu'on va aller chercher. Alors, résistance, pourquoi ? Quand on s'est pris le Covid en pleine face, il y a eu différentes réactions. Il y a eu une grosse réaction quand même de déni et de minimisation. Non, mais ça ne nous touchera pas. Non, nous, on est la génération invincible. Oh, mais ça va rester en Asie. Non, justement, les conséquences ont été plus graves et plus rapides que ce qu'on pensait. Et donc, on a eu un peu cette grosse prise de conscience, ce wake-up call qui est de se dire « Ah, merde, en fait, c'est plus grave que ce que je pensais. » Du coup, le problème de ça, c'est qu'il y a la fameuse réaction intuitive première qui est la panique. Je me ressens sur mes besoins, je cours acheter du papier toilette, je me bats pour le dernier paquet de pâtes et vient ensuite le temps de l'adaptation. Alors pour ça, on a eu d'abord besoin de s'informer, de se rassurer. Et là, les marques ont eu un rôle clé à jouer, c'est-à-dire que
un des apprentissages, un des learnings du Covid et du confinement à date, c'est que les marques n'ont pas été attendues pour se la jouer low profile. C'est-à-dire qu'un Coca-Cola qui, par exemple, a fait le choix de retirer ses investissements médiatiques en se disant en toute logique, c'est peut-être pas le moment de communiquer, il faut se concentrer sur autre chose, il faut laisser les consommateurs vivre aussi cette crise inédite, et bien, ce n'était pas forcément la bonne solution. Au contraire, quand on interroge les consommateurs, on a besoin de marques qui s'impliquent, de marques qui informent, de marques qui rassurent. Et ce, parce qu'on n'a pas forcément toute confiance dans les gouvernements, on n'a pas forcément toute confiance dans les médias avec les fake news qui, là, pour le coup, ont fait un peu le jeu du Covid. Et donc, pour s'adapter, on a eu besoin de se tourner vers ces marques qui sont restées des repères, parce que quand on est dans une période de changement et de bouleversement, on a besoin de se raccrocher à des repères. Les marques sont des repères dans notre écosystème de vie, dans notre écosystème quotidien, et les marques ont aidé les consommateurs à s'adapter. Et dans un deuxième temps, une fois que j'ai sécurisé mes besoins, que je me suis adaptée, informée, je suis capable de me solidariser, de me mobiliser. Et nous, on va s'intéresser ensuite à cette fameuse projection. C'est quoi l'après? On parle tous de new normal. Est-ce qu'il y a un monde de demain? Est-ce qu'il y a des mondes de demain? Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de poser des grandes postures consommateurs pour cette fameuse renaissance. Mais avant ça, avant de parler de demain, effectivement, et si on parle consommateur, on a vu l'apparition de nouveaux usages, de nouveaux comportements de consommateurs, de l'ordre de plus de l'introspection, de l'ordre de plus de l'extraversion. Pourquoi? Forcément, quand on est obligé d'être confiné chez soi, on ne consomme pas pareil, on n'a pas le même rapport à la fois à son habitat, à la food, aux autres, à l'entertainment, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est un peu ces grands mouvements. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui était de l'ordre du contextuel? Qu'est-ce qui va évoluer vers quelque chose de différent? Et puis, qu'est-ce qui ne va pas rester parce que ça n'a plus de sens? Typiquement, le Stay the fuck home, qui était un peu l'injonction de tous les réseaux sociaux, c'était de se dire « responsabilisons l'individu ». La responsabilisation de l'individu, c'est de se dire que tout le monde a son rôle à jouer dans les problématiques sociétales. Les marques comme les citoyens, du coup comme les consommateurs, comme les individus. Et donc, il y avait cette injonction morale qui va rester aussi dans le confinement et le déconfinement, qui est de se dire qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer mes relations sociétales, pour honorer aussi ces nouvelles règles de distanciation versus l'insouciance retrouvée qu'on a pu voir en atro. Home leisure, forcément, homeware, à partir du moment où on reste chez soi et qu'on fait toutes les activités de l'extérieur à l'intérieur, on n'est plus sur la fameuse tendance du great outdoor. On ne rêvait que d'une chose, c'était de déplacer toute sa vie et ses activités à l'extérieur. Là, on a dû faire du great indoor et on s'est rendu compte en fait que la maison offrait plein de possibilités. Et ça va forcément impacter la manière dont on perçoit son habitat pour demain, comment on se recrée un cocon à la fois protecteur, fonctionnel, avec des objets qui nous permettent d'atteindre cette autosuffisance à la fois fonctionnelle, émotionnelle et d'entertainment. Self-pleasure, parce que même s'il y a crise, même s'il y a angoisse, on ne peut pas enlever le plaisir du Covid. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous aide à passer les crises et à regarder en arrière sans ne garder que les traumatismes, parce que le confinement et le Covid, ça a été un traumatisme physique, on a entravé à mes libertés, et un traumatisme moral. Je me suis retrouvée seule, coupée de mon quotidien, de mes interactions. Tout le monde ne l'a pas vécu pareil. Et il y en a qui en ont profité pour se refaire un peu plaisir. Les grands gagnants concrètement du confinement, c'est le cannabis et les sextoys. Donc, on s'est recentré un peu sur son plaisir individuel à faire chez soi. Et enfin, de l'ordre de l'extraversion, on l'a vu, finalement, on a juste réappris à gérer nos rituels sociaux d'une manière un peu différente. Ma liberté physique est entravée. Qu'à cela ne tienne, je vais libérer mes pensées, je vais libérer mon imaginaire. Plus que jamais, on va le voir, on va avoir besoin de réenchantement, de rêves, de fantasmes aussi et de créativité. La créativité n'est pas préemptée que par les marques. On l'a vu, les consommateurs ont fait des choses complètement fabuleuses pendant le Covid. Il leur fallait 3 fruits, 2 légumes, un drap pour reproduire un tableau absolument mythique ou créer des scénettes absolument exceptionnelles. Et nous, c'est ça qui va nous intéresser aussi dans cette nouvelle créativité. Alone together, on se le disait, distanciation physique, oui, mais pas de distanciation sociale. On a l'impression que certains n'ont jamais autant connecté avec leurs proches. On a recommencé à dîner ensemble par Zoom ou House Party. On a recommencé à dater aussi avec des dates virtuelles, etc. On a juste gardé nos repères et on les a fait évoluer à l'ère où le digital et la réalité sont complètement imbriqués, voire hybridés. Et puis enfin, learn from home, le principe d'élévation utilitaire qui est de se dire
si j'ai du temps pour moi, comment je peux m'assurer d'en faire quelque chose de bénéfique, de proactif, un truc qui va m'élever, qui va me servir pour demain. Et alors là, on a vu déjà les fameux boomers, les fameux seniors qui ont profité de cette obligation d'accélération digitale pour se remettre un peu à la page peut-être sur ces nouveaux médiums de communication avec lesquels ils ressentaient une distance. Il y a tous les gens qui ont appris à recuisiner, à faire son pain, à bricoler, à faire ci, à faire ça. Parce que derrière, il y a toujours cette notion de si je ne peux pas le trouver ailleurs, comment je m'assure de pouvoir le faire? Et alors, si j'ai le temps, c'est encore plus. Et donc ça, bien entendu, ça a eu des conséquences pour les marques. Les marques n'ont pas été sorties de la crise, ça reste des entités majeures de nos sociétés et tout ce qui bouleverse le consommateur bouleverse forcément les marques, que ce soit par les employés qui travaillent pour la marque ou pour la présence de la marque dans le quotidien des consommateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde avant le Covid, en tout cas avant le confinement et après le confinement, on ne va pas réinventer les valeurs de marque qui commençaient à s'ériger. On a plutôt vu une accélération, une mutation, une amplification, voire une radicalisation de ces grandes valeurs. C'est-à-dire que les marques aujourd'hui, quand on en parle, on ne parle plus d'elles comme justement des objets ou des entités un peu fonctionnelles ou un peu institutionnelles. On leur accorde un vocabulaire qui est extrêmement humain, c'est-à-dire que cette horizontalité consommateur-marque, ça marche dans les deux sens. On parlait de désirabilité, d'agilité, d'engagement, de transparence et d'expérience. Et nous, on se rend compte que la désirabilité, oui, elle est toujours aussi cruciale, mais elle évolue vers une véritable solidarité active. Il y a la notion vraiment de prise de position, d'engagement bien entendu, mais d'action aussi de la part des marques pour sortir de son prisme produit, de sortir de son prisme business et de se demander comment on peut améliorer la vie de la société, la vie de la communauté et donc la vie de nos consommateurs. L'agilité, flexibilité, alors ça, on demande ça aux employés, mais aux marques aussi. Et on l'a vu, cette inventivité, une réactivité au service de solutions, un solutionnisme hyper instantané. Ok, j'ai les masques Décathlon, ça peut servir aux hôpitaux, je m'occupe de la production pour ça, je peux faire ci, j'active ça, j'ai telle compétence, tel savoir-faire. Ça oblige à regarder la big picture et de sortir un peu, encore une fois, de son prisme hyper micro. L'engagement, toujours aussi fort, vers plus d'altruisme, avec la notion vraiment de sincérité. Et oui, la RSE est plus que jamais un prérequis, que ce soit environnemental ou social. La transparence, oui, mais la transparence au service de l'authenticité. Ce n'est pas juste montrer pour le fait de montrer ou se dire si les consommateurs vont aller chercher de toute façon, autant que je leur balance toutes les informations et je vais les noyer avec tout ça, un peu type RGPD. Mais plutôt montrer qu'est-ce que les consommateurs ont envie de voir, qu'est-ce que je peux leur donner qui n'est pas facile d'accès et qui va témoigner justement de cette citoyenneté transparente, de cette authenticité. Et puis enfin, l'expérience, on l'a vu, on a besoin d'expérience, on a eu besoin d'expérience, on en aura encore besoin demain et elle va vers plus d'exemplarité, mais sans tuer le fun de l'exemplarité. Et alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de grande posture consommateur? Si on se tourne vers la renaissance, typiquement 2021, ce sur quoi nous, on va travailler, qu'est-ce qui nous intéresse? Justement, il y a un sentiment de la part des individus, des consommateurs. En fait, tout le monde est paumé, on ne sait plus très bien sur quel pied danser. Il y a un feeling général d'extrémisation des choses, de radicalisation des choses, de bipolarisation des choses. Quand on a quelque chose, on a son contraire. On a l'impression que ces éléments opposés deviennent irréconciliables. Et il y a un besoin de remettre une nouvelle tempérance, une nouvelle harmonie, une nouvelle sérénité, un nouvel équilibre. Donc, la dominante en termes de valeur, en termes d'aspiration de la part des consommateurs, pour 2021, ça va être ça. Ça va être cette quête d'un nouvel équilibre, de remettre les choses à niveau, de prendre le meilleur de ces bipolarités pour créer un oxymore, très certainement, la fusion des paradoxes pour arriver à quelque chose de sain. Donc, on a identifié chez Nelly Rodi 4 grandes postures en réponse à ce besoin transversal d'équilibre. 4 grandes réponses, 4 grandes attitudes avec à chaque fois une valeur structurante, une valeur en colonne vertébrale, un peu derrière ces postures consommateurs. Il y a les individus qui vont chercher de la reconnexion. Il y a des individus qui vont chercher de la résolution, d'autres de la révélation et d'autres de la réaction. La reconnexion, on les a appelés les modestes. Cela, c'est un nouvel équilibre entre la simplicité, l'exception, la discrétion et l'implication.
remettre du lien humain, remettre ces valeurs qui ont cruellement manqué, et ces valeurs assez slow, en fait, pour justement reconstruire cette société. La résolution, il y a eu des problèmes, il va falloir amener des solutions, il va falloir y aller, remonter ses manches et devenir très, très exemplaire. Donc, c'est pour ça qu'on les qualifie avec cette posture très vertueuse, soi et les autres, moi et la collectivité, moi et l'ensemble. Et réconcilier aussi chez eux la consommation et la morale, pas être dans le punitif, mais être dans la sollicitation, l'encouragement et la bienveillance. La troisième posture qu'on va retrouver, c'est la révélation. Ça, c'est ces consommateurs qui vont, eux, il va falloir leur vendre du rêve, des utopies, les believers. Ils veulent croire dans des mondes possibles, dans réconcilier le possible et l'impossible, le réel et le virtuel, sur un mode assez gaming. Donc ça, c'est le troisième profil qu'on aura pour 2021. Et puis, les petits derniers, eux, ils vont vouloir du hors-système, un peu régler leurs comptes, quitte à aller au clash, quitte à aller à la surréaction, drivés par l'émotionnel. Eux, ils veulent avoir un nouvel équilibre entre l'élite et le peuple, entre leurs convictions profondes, leurs convictions sociales, politiques, environnementales, identitaires, et l'ensemble de la société. Donc, c'est un peu notre façon de les distribuer autour d'une roue où on qualifie la valeur dominante de chacun. Les modestes, c'est entre des valeurs de tradition et d'émotion. Les clasheurs, ils vont surréagir, donc le driver émotion est quand même très très fort, mais ils vont y mettre de l'expression. Les believers, il va falloir trouver des nouveaux champs des possibles, des nouvelles limites, donc des valeurs très expressionnistes pour entraîner tous les autres dans cette dimension, mais tout en recréant du raisonnable. Et puis les exemplaires, il faut mesurer, il faut poser, il faut quantifier, il faut qualifier, avec cette notion de raison pour reconstruire quelque chose qui s'est cassé de presque traditionnel. Donc, si on fait le tour un peu de nos profils, les modestes, eux, ils sont en quête d'une excellence, d'une certaine qualité, de sens, avec une notion de sincérité, avec des mots-clés de préservation, de loyauté, une nouvelle verticalité, des choses assez codifiées. Il faut revenir à du bon sens, il faut revenir à des valeurs particulières. Eux, c'est la reconnexion qui les intéresse. Donc, il faut recréer du lien humain par la transmission, par l'échange, le partage. Eux, ils veulent réparer, ils veulent relocaliser, ils veulent recycler, ils veulent apprendre, comprendre, transmettre, sur des valeurs très altruistes, de solidarité et très certainement sur une nouvelle proximité. Donc, il y a 4 façons de les interpeller, ces consommateurs de 2021 post-Covid. Donc, ce premier profil des modestes, il faut faire appel à leurs souvenirs. Ce souvenir des premières fois, cette dimension un tout petit peu émotionnelle, c'est un activateur extrêmement intéressant chez eux. Ils ont eu peur de disparaître avec le Covid. Ils ont toujours peur de disparaître. Donc, le bon temps, le temps d'avant. Donc, c'est la suite des postures nostalgiques et ces valeurs-là. La force du collectif. Pour eux, tout seul, on est perdu, on est vulnérable. Donc, le ensemble, toujours cette tendance au collectif, à l'associatif, au participatif, sont extrêmement structurantes dans leur point de vue. Par contre, il faut aller à l'essentiel, du faussement simple, un message, un propos assez monomaniaque, monostyle. Il faut arrêter de se disperser. Il faut aller straight to the point, comme disent les anglo-saxons. Et ça, c'est fondamental pour eux. Enlever l'artifice pour garder l'essence des choses et des propos assez adressés. Et puis, ils ont aussi en tête cette idée de convention, de revenir à une forme de bonne verticalité. C'est eux qui prônent par exemple le retour de la consigne ou le retour de l'uniforme à l'école. Donc il faut remettre un cadre, il faut remettre, pour pouvoir reconnecter, il faut aussi qu'il y ait des règles du jeu. Et ça, c'est très important dans leur mode de pensée. Donc ça, c'est le premier profil. Alors on l'a illustré simplement
avec quelques petites marques qu'on est allé spotter sur l'offre maison et objets, comme ça, de façon sympathique. Hein. Une marque comme Redmer, le propos des Cobos ou le linge de maison Gabriel, ça peut donner des idées de parti pris ou de parti à prendre autour de ces valeurs de nouvelle modestie, mais de modestie avec du mood, avec de l'humeur, avec de l'émotion. Le deuxième profil qu'on a identifié pour 2021, post-Covid, c'est cette notion d'exemplarité. C'est tous ces individus qui vont chercher de l'altruisme, mais conscient, une nouvelle morale, une nouvelle responsabilisation, une nouvelle éthique, une nouvelle vertu, en autonomie, en indépendance, un nouvel ordre, une militance aussi en même temps, un activisme. Ils vont être force de proposition, ils vont challenger les systèmes, un nouveau raisonnable, les choses sous contrôle et se projeter pour faire avancer les choses. Bon, on va pas se mentir, ces charités bien ordonnées commencent par soi-même, puis après, ils vont délivrer le message auprès des autres. Mais ils sont quand même sur une quête de priorité, avec des valeurs très, très RSE quand même dans leurs approches, souci du rapport à l'autre, à l'environnement. Mais on va commencer par soi et une fois qu'on sera sur la bonne voie, on pourra aider les autres à avancer. Il y a des mots importants aussi dans leur vocabulaire, la notion de souveraineté, cette notion d'indépendance, d'autonomie, elle amène une nouvelle responsabilisation, toujours pour résoudre les problèmes, parce qu'il y en a, et il va y en avoir de plus en plus. Donc, comment ils vont opérer, comment on peut leur parler? Il y a cette notion de responsabilisation et de ce pouvoir par la responsabilisation qui est extrêmement fort. On n'en a pas fini avec ces postures militantes pour faire changer les mentalités. On l'a vu avec cette vague verte qui impacte, qui a été révélée avec les votes, notamment des urbains en France. Voilà, ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte, il faudra tenir de plus en plus compte. Leur mode opératoire, c'est la culture du deal. C'est la culture du win-win. Les exemplaires, il faut leur donner quelque chose, ils vous donnent quelque chose en échange. Donc, on est sur une nouvelle forme d'horizontalité qui est assez stimulante, qui est un peu complexe, qui est assez stratégique, mais qui est extrêmement intéressante et qui est aussi curieuse pour les marques, mais qui est envisagée. Ils sont prêts à faire des sacrifices, y compris les sacrifices de leur vie, y compris à limiter certaines prérogatives pour le bien commun, pour la survie de la planète. En fait, ils ont été morts de trouille à l'idée de disparaître et que les choses s'accélèrent. Donc, il y a un besoin d'activer ces sentiments d'être utile, d'une nouvelle fonctionnalité. Et par contre, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît aussi chez eux. Ça a amplifié les postures, les quêtes d'autonomie, d'indépendance, d'autonomie énergétique. C'est eux qui veulent quitter les centres urbains pour aller à la campagne avec une autonomie énergétique, mais aussi la 5G, hein, puisque voilà, ils veulent tout sous contrôle pour pouvoir survivre et ensuite se sentir un peu les élus, transmettre aux autres pour avancer. Donc ça se mérite, il faut faire des efforts, mais ils sont prêts à ça. Donc tout ce qui pèse, qui mesure, qui quantifie avec de la traçabilité, avec de la vérité, avec de la preuve, avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux usages, comme chez Perrigo, comme chez Christelle, comme chez VIP par exemple, ces nouvelles technicités, ce savoir-faire, se faire savoir, ça c'est important pour ces exemplaires qui recherchent ces postures et qui vont les amplifier. Le troisième profil qu'on a identifié pour 2021 dans cette phase de renaissance, on les a appelés les believers. Eux, ils ont envie de croire. Ils ont envie de croire en des demains qui chantent, en des mondes merveilleux, oublier de tirer un trait sur le côté négatif et miser sur le côté positif. Donc, eux, il faut leur vendre du rêve, mais pas du fake. Il leur faut des nouvelles fantaisies, des nouvelles utopies, des nouvelles limites, des nouvelles frontières, des choses dans lesquelles ils peuvent se projeter. Il faut réenchanter les choses. Ils vont être plutôt autour de l'intuition, d'un nouveau fantastique. Ils sont prêts à aller vers le bizarre, des choses un peu étonnantes, hybridées. Ils sont prêts à apprivoiser le futur à condition qu'ils soient dans le bien-être, une nouvelle créativité, une nouvelle sensorialité. Vraiment s'échapper du quotidien
avec des postures qui éclairent, qui montrent des nouveaux chemins, qui disruptent un peu et qui nous emmènent beaucoup plus loin. Et ça, ce sera aussi grâce aux nouvelles technologies, aux fusions homme-machine ou à l'intuition. Donc, leur driver, chez eux, c'est l'invisible. Les trucs qu'ils lisent dans les pensées, les mentalistes, les hypnotiseurs, les voitures sans chauffeur, enfin, tous ces nouveaux mondes, ils sont prêts. On l'a vu avec toutes les possibilités que peuvent amener les nouvelles technologies pour nous emmener plus loin et certainement nous sauver. Ça, c'est des choses intéressantes. Toutes ces postures autour d'un nouveau care, d'une nouvelle bienveillance vont être plébiscitées par cette posture consommateur. Eux, il va falloir quand même que ce soit un peu étrange, un peu bizarre, une nouvelle fascination, des choses qui intriguent, des choses qui dérangent un petit peu. Eux, ils voient les virus comme des éléments qui obligent les systèmes à produire des anticorps. Donc, tout n'est pas négatif. Eux, ils veulent voir le bon côté des choses pour que ça aille plus loin et justement capitaliser sur ces anticipations et ces nouveaux mondes. Ils sont en mode futuriste, mais il faut de l'organique, des 5 sens en éveil, plus un 6e, un 7e sens. Il faut reconnecter avec les neurosciences, l'intestin, des tas de choses un nouveau toucher, un nouveau goût. Ils ont eu peur de perdre le goût, ils ont eu peur de perdre l'odorat. Donc, il va falloir amplifier tout ça, augmenter tout ça. Et c'est ce nouveau territoire qui les excite vraiment à fond. Mais par contre, ils sont en mode libertarien. Il faut que tout soit dans des nouvelles libertés, des nouveaux champs des possibles. Il est interdit d'interdire. Il faut emmener tout le monde, entraîner tout le monde dans des nouvelles limites entre le réel, le virtuel. C'est eux qui se sont amusés avec Animal Crossing. C'est eux qui plébiscitent le e-gaming, le e-sport, le live streaming, les avatars, les hologrammes. Donc, toutes ces tendances-là qui ont l'air très, très marginales, elles sont en train de s'amplifier pour emmener vers une nouvelle liberté, un nouveau fantastique. Et ça peut les sauver ou ça peut sauver le monde et ça peut sauver le business pour eux. Donc, on a mis là quelques exemples justement de nouvelles matières, nouvelles textures avec des bénéfices, avec une quête de bien-être, une quête de nouveau confort, des diffuseurs connectés, des choses qui sont en adéquation avec de la recherche prospective, avec des nouveaux imaginaires un peu fantasques, voire un peu naïfs, mais qui nous projettent plus loin dans un espèce de demain, parc d'attractions, mais parc d'attractions utile et intelligent et qui va prolonger l'humain pour l'emmener plus loin. Et puis, le dernier profil qu'on a identifié, on l'a qualifié de clasher. Là, eux, ils veulent que ça frite un peu, ils veulent que ça castagne un peu, ils veulent ne plus rien pardonner. Il leur faut de la confrontation, il leur faut une mise en perspective de la réalité. Ils réagissent, ils surréagissent grâce aux émotions. Ça ne plaît pas, bah, tant pis, ça oblige à se remettre en question et puis et à avancer. Donc, eux, c'est un peu le professeur Raoult qui oblige les systèmes à se remettre en question, les questionnements autour de l'élite et du peuple, avec le Covid, entre les essentiels et les accessoires, entre les peu considérés, les invisibles et les trop visibles, entre voilà, leurs convictions, parce qu'ils ont des convictions qui sont extrêmement fortes, et le réel. Eux, il leur faut de l'addiction, il faut pousser les choses, il faut extrémiser les choses, il faut radicaliser les choses. Ils n'ont pas de filtre, pas de tabou. Chez eux, l'inclusivité est un élément extrêmement fort. Il faut challenger les systèmes. Il faut, quitte à les enflammer, quitte à les provoquer, quitte à les transgresser, les disrupter. Il faut une nouvelle liberté. Il faut célébrer les choses. Il faut repousser aussi. Il faut militer. Il faut glorifier avec une quête de plaisir pour toujours se sentir vivant, exister, voire un peu revanchard pour activer certaines perspectives. Donc, chez eux, leur driver, c'est le pouvoir de l'opinion. C'est le pouvoir de la rue. On l'a vu justement avec ces oppositions, ces extrémisations entre
la province et Paris, entre le peuple et l'élite, entre les peu considérés et les sachants, les réseaux sociaux et ceux qui maîtrisent l'information. Donc, ça doit venir d'en bas et ça doit remonter vers le haut, mais ça doit être un haut qui est plus dans l'empathie en allant vers le bas. Caractéristique chez eux, ils n'ont pas de filtre, pas de tabou. Donc, ils disent les choses, ils vont dire les choses telles qu'elles sont. Ils vont vous parler de sexe, de mort, s'il y a des marques qui restent sur le carreau, c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont renaître. Voilà, ils sont dans une énergie assez intense, puissante, mais extrêmement stimulante. Et puis, c'est j'adore ou je déteste. Il n'y a pas de juste milieu chez eux. Donc, ils sont prêts à se battre pour leurs convictions, peut-être pas très longtemps, mais de passer à autre chose dans la foulée, mais mener des combats pour faire avancer. Et ils sont prêts à désobéir. Ils sont prêts à jouer la carte vraiment, vraiment, vraiment du hors-système, d'amplifier ces disruptions pour réveiller les consciences et faire avancer le schmilblick. Ça fait partie de leur mode opératoire et c'est même leur fierté, leur gloire d'avoir hacké les systèmes. Donc, c'est toutes ces postures pirates, ces postures un peu Robin des Bois qu'il y aura dans la consommation et cette énergie, et notamment la jeune génération qui se sent un peu sacrifiée face aux aînés qu'on a surprotégés. C'est aussi les quinquados qui s'estiment un peu entre deux et qui vont vouloir vivre leur adolescence. Enfin, il y a toute une énergie de la part des consommateurs qui nous intéresse. Donc, du coup, ça va donner cette espèce de créativité libératoire, un peu foutraque, ça pique un peu les yeux, une nouvelle préciosité, comme chez House of Hackney ou chez Cobra, un peu trash, on ne sait pas très bien si c'est bon goût, mauvais goût, voilà, ou chez Seletti, avec il faut faire du buzz, il faut faire du spectacle, il faut régénérer les choses avec de la créativité, de l'artistique, justement remettre cette énergie au centre des préoccupations pour bousculer les conventions, bousculer les codes un peu statutaires et établis et éviter cet embourgeoisement et cette réassurance qui pourrait être le défaut d'un atterrissage post-pandémie où on se dit on va chercher justement à faire le dos rond et à s'enfermer. Eux, ils veulent ouvrir et projeter. Donc voilà, mis en image, un peu schématisé, les grands profils qu'on a identifiés chez Nelly Rodi pour 2021 avec ces grandes valeurs. Il y aura des postures autour d'une quête de reconnexion, il y aura des postures autour d'une quête de résolution, il y aura des postures autour d'une quête de révélation et il y aura des postures autour d'une quête de réaction. Ça, c'est évident. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, par rapport à tous ces bouleversements sociétaux qui touchent à l'identité, à son écosystème, à son rapport à la société, l'individu, le groupe, la politique, le monde, etc., il n'y a pas une réponse demain, on ne peut pas définir une vérité absolue. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler finalement ces différentes typologies de consommateurs, ces différents archétypes, sachant que là, bien entendu, on vous présente un extract, on le présente en 1 heure avec le cœur, mais tout de même. Et ce qui nous intéresse derrière, c'est d'aller se dire, les clasheurs en design, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'art, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le retail, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'entertainment, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'aller tirer les fils jusqu'à apporter toutes les réponses, notamment opérationnelles comme stratégiques, pour les marques. Donc, merci beaucoup. On va prendre le temps. On a encore un bon quart d'heure pour les questions. On est dans nos temps. Voilà, on est quand même dans le cadre de cette fameuse Summer Class de Maisons et Objets qui a donc lieu cette année du 4 au 18 septembre sur la fameuse Digital Fair. Et alors, on va vous laisser la parole pour les questions. On va remettre aussi notre vidéo. Hop. On peut peut-être laisser sur l'image des 4 mots-clés. Ouais. Alors, ne soyez pas timide, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Il y a peut-être un temps de réaction, d'atterrissage, parce qu'on est passionné et on l'espère passionnant. Mais voilà, les échanges, alors c'est des moyens inédits au travers des caméras ou des capteurs, mais c'est la chance que Maisons et Objets offre comme plateforme d'expression et de dialogue qui nous semble très, très intéressant.
Alors effectivement, on nous demande si, on parle beaucoup de la France, les profils sont worldwide. Alors là, volontairement, on a parlé de la France parce qu'on savait qu'on avait un public plutôt francophone pour un événement, un salon qui est normalement majoritairement en France. Donc c'était pour nous un moyen de vraiment faire résonner ça avec normalement l'écosystème et le contexte dans lequel on vit d'un point de vue personnel. Mais bien entendu, toutes nos réflexions, toutes nos références et toutes nos incarnations sont pensées à l'international, que ce soit pour l'Asie, les États-Unis ou ailleurs. Et justement, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller creuser les subtilités. Typiquement, on peut réfléchir en termes de marques aussi. Il y a des marques exemplaires, il y a des marques clasheuses, il y a des marques modestes, il y a des marques believers, mais il y a aussi des marques qui sont un peu de l'un et un peu de l'autre, qui vont mettre le curseur différemment, qui vont aller jouer l'incarnation différente. Là, on vous a proposé une vision, mais derrière, on va rechallenger en disant les clasheurs, il y a 1000 manières de les incarner en fonction de qui on est, de ce qu'on fait, du pays dans lequel on vit. Et donc, nous, c'est ce qu'on travaille ensuite derrière. Alors, on les a aussi proposés c'est vraiment les valeurs qui nous intéressent. Ce n'est pas le pouvoir d'achat ou l'âge ou la zone culturelle. C'est des grandes dominantes qu'on a identifiées à l'échelle internationale et aussi transculturelles, transgénérationnelles et aussi détachées des rapports qui pourraient être des rapports de pouvoir d'achat, en fait. Hop, on met les lunettes. On les découvre en même temps, donc on a un petit temps de réaction. Oh, is it possible to get this presentation in English? Yes, it is. Actually, we were thinking, would this presentation be in English or in French? We thought that mainly people will be French, so it will be easier and more impactful in French. But yes, of course, it exists in English. We can also do the presentation in English if you need to. Est-ce qu'une marque peut communiquer en vivant un seul jour en ligne? Alors, c'est ce qu'on se disait sur les pourcentages, c'est-à-dire que en fait, les marques aujourd'hui ont tellement des valeurs. Alors, pardon, la question c'est est-ce qu'une marque en communiquant peut toucher tous les profils? Est-ce qu'elle doit viser un seul profil? Il y a des marques qui sont plus radicales que d'autres et qui du coup peuvent être aussi plus clivantes et plus dissidentes que d'autres et peut-être moins légitimes du coup sur certains profils. Mais encore une fois, c'est une question de curseur et une question de pourcentage. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est si on veut justement faire l'écho entre les valeurs des marques et les valeurs des consommateurs, on va aller chercher justement cette fusion entre la posture de marque et la réponse consommateur. Et donc, on va chercher à positionner avec des pourcentages majoritaires et minoritaires. Mais en soi, tout est possible. C'est juste une question de curation et d'impact derrière. Et le nerf de la guerre, c'est l'authenticité. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas à l'origine. Ça va se voir, ça va se sentir. Mais les succès de demain, ce seront les marques qui auront des vraies convictions, des vraies visions, un vrai projet, des marques éclaireuses qui vont emmener plus loin dans ces cadres, en choisissant peut-être leur axe de différenciation, leur identité, leur combat. Mais c'est celles qui vont avoir une vraie reason why, une vraie incarnation, une vraie identité, une identité forte et s'y tenir, mais de façon sincère et authentique. Et d'ailleurs, quand on regarde du côté consommateur, notamment sur ces fameuses nouvelles générations, que ce soit plutôt les générations Z, enfin voilà, eux, dans leur rapport aux marques, ils sont hyper radicaux. C'est-à-dire qu'ils ont beau être super paradoxaux d'un point de vue individuel, ils vont exiger des marques d'avoir des vraies convictions, des vrais partis pris et d'avoir des partis pris sur ce qui leur importe, c'est-à-dire pas un parti pris produit forcément, mais un parti pris sur des questions de société, justement sur la question de la diversité, sur la question des inégalités, sur la question de l'impact positif ou négatif sur l'environnement. Et du coup, oui, cette exigence qu'ils vont avoir aussi peut-être par rapport à leurs proches, à leurs amis, à leur famille, et du coup parfois un peu intolérance, et on va le retrouver dans leur rapport aux marques. Et en fait, on a plutôt tendance à pardonner à sa famille, on ne pardonne pas forcément aux marques. Donc effectivement, la question du parti pris et comme dit Vincent, du parti à prendre, c'est-à-dire la curation, la clarification et la communication des choses qui sont réellement importantes d'un point de vue sociétal pour une marque, c'est crucial. On ne peut pas faire dans l'entre-deux, on ne peut pas faire dans l'entre-quatre non plus. Et c'est la grande question des marques aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont les combats auxquels je crois? Quelle est ma légitimité derrière? Mais on ne peut pas faire abstraction. Alors, par contre, un consommateur peut surfer, peut se lâcher
entre différentes valeurs. Il peut, dans la journée, avoir des postures très, très exemplaires, faire attention aux étiquettes, aux labels, à sa santé, sortir son tag pour des produits. Et puis, le week-end, être totalement clasher et être sur d'autres postures. Voilà, il peut y avoir aussi des profils en fonction de moments, en fonction d'usage, en fonction de systèmes, d'environnement. Et les individus peuvent s'adapter à ces paramètres-là aussi. Et d'étapes de vie aussi, c'est-à-dire qu'on ne reste pas le même toute sa vie. On a aussi des choses qui forcément nous impactent et nous changent. Il y a peut-être des consommateurs qui justement vont radicalement changer sortie de confinement, qui ont eu des révélations pour le coup, qui vont impacter leur manière de vivre et de consommer. Et ça, c'est à prendre en compte. Le consommateur d'hier n'est peut-être pas le même consommateur aujourd'hui. Puis aussi des étapes un peu traditionnelles de vie, mais qui sont quand même importantes. On parle de plus en plus des millennials, et on en parle depuis tellement d'années que du coup, entre-temps, ils ont eu le temps pour la plupart d'avoir des enfants. Un millennials par an, il va aussi inculquer des valeurs à ses enfants, il va réagir différemment. Pareil, quand on regarde justement les seniors, il suffit d'un pépin de santé ou justement peut-être du Covid pour se rendre compte de certaines choses et changer sa relation, je ne sais pas, à la food, à la consommation, à autrui, etc. Donc, on ne peut pas planifier le fait qu'un consommateur restera le même toute sa vie et les marques non plus. Les marques évoluent aussi en fonction des contextes et des gens qui la portent. Vous faites les timides. On comprend. Dans ces cas-là, normalement, vous avez nos coordonnées. Je peux vous les remettre derrière. Aujourd'hui, la grande majorité des marques communiquent sur leur côté écologique. Ne pensez-vous pas que nous allons arriver très vite à une saturation de cette tendance du green? Alors, le rapport au green, il est particulier. D'ailleurs, on dit tendance du green. Du coup, le green, effectivement, n'est pas une tendance. C'est un peu un mandatory et voire justement quelque chose d'extrêmement fondamental comme la notion d'inclusivité. La problématique, c'est que quand il y a des sujets aussi fondamentaux, justement, il y a toutes les marques qui s'engouffrent dessus et du coup vont rester, on va dire, sur le palier, sur la partie émergée de l'iceberg. Si on prend que ce soit justement la conscience, mais la conscience éco-responsable et la conscience très humaine autour des questions de diversité, d'inclusivité, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue communication. Et effectivement, il y a une saturation de la communication. On a l'impression que soudainement, ça y est, toutes les marques sont vertes, toutes les marques sont inclusives. C'est absolument fabuleux, encore plus quand on est dans une période de crise, encore plus quand on est dans une période d'été, si on veut parler de diversité, de morphologie, etc. Le truc, c'est que quand on descend à peu près les échelles de l'iceberg, on a la communication et là, les choses ont bougé et rien que ça, c'est déjà fabuleux. Mais après, on va regarder l'offre aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce que je dis. Par exemple, si c'est l'inclusivité, je mets en scène des grandes tailles, etc. Et puis, je vais en magasin, mais il n'y a pas de grande taille. Il n'y a pas l'offre qui va avec. Je vais parler de mon éco-conscience, de ma responsabilité, mais je vais avoir 10 tonnes de plastique dans mon emballage. Et puis après, on va voir un peu plus en interne qui sont les équipes qui ont pris des décisions, qui ont créé les produits, qui ont créé la stratégie de marque. Est-ce qu'elles-mêmes répondent à cette exigence d'éco-conscience, d'inclusivité, etc. Et puis encore plus loin, et c'est ce qui est en train de se passer avec Black Lives Matter, on va aller regarder le COMEX, on va regarder ceux qui prennent les décisions, ceux qui dirigent la boîte, ceux qui ont le pouvoir. Et en fait, s'il y a une incohérence entre justement le comité directionnel et la partie émergée de l'iceberg et ces fameuses communications, c'est ça qui va créer de la dissonance et c'est ça qui crée cette brèche de confiance entre les consommateurs et les marques. Donc, on va arriver à saturation, mais je pense qu'on va aussi arriver à des gros backlash qui vont forcer les marques à devoir clarifier et rentrer en cohérence avec ce qu'elles disent et la manière dont elles agissent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Chaîne de valeur qui est de plus en plus d'ailleurs une chaîne de valeur humaine, que ce soit sur l'éco-logistique, l'éco-livraison, l'éco-production, etc. Il y a un risque que cette notion de green accentue les fractures sociales, les fractures idéologiques. Voilà, ça peut faire partie des risques, mais c'est au centre de grands enjeux et il faudra en tenir compte. Sachant qu'il y a le pouvoir des consommateurs, puis il y a le pouvoir des lois et de la régulation aussi. Sur la question du green, justement sur le contrôle de la publicité, il y a plein de nouvelles normes qui sont en train de tomber et on va resserrer justement les critères d'acceptation des communications. Typiquement, on n'a pas le droit d'inciter à des comportements anti-éco-conscience. Tout con, on n'a pas le droit de montrer, on n'a plus le droit maintenant de montrer des enfants en train de jouer avec de l'eau dans un parc pour montrer la convivialité de sa marque, etc. Parce que c'est irrespectueux envers justement la gestion
de l'eau. Et en fait, plus on va poser des régulations, plus ça va obliger en termes de contraintes les marques à faire preuve de créativité, à faire preuve de cohérence. Et quand on nous demande si l'impératif grid va-t-il devenir incompatible avec la réalité et le pouvoir d'achat des Français, c'est la fameuse question du bio, hein, le bio niche, le bio bobo et le bio qu'on voit ensuite chez Carrefour. La démocratisation, elle est de la part des marques et on voit quand même plein d'initiatives. Une fois qu'on a passé le step de disruption et d'innovation, il y a le fameux step de diversité, d'accessibilité, etc. Et je trouve qu'en tout cas, sur les questions de relocalisation, de manger local, de manger français, etc., le confinement et la grande distribution a prouvé que c'était possible. Après, il y a toujours la question de ce qu'on garde derrière. Alors, le confinement, il aura très certainement un impact en termes de croissance des ventes pour les marques maison. C'est déjà, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on vive chez soi, qu'il y avait des défauts, il y avait des qualités. Il a fallu apprivoiser son cadre de vie, il a fallu trouver des solutions. Et de toute façon, dès qu'on met le nez dehors, c'est pollution, doute, insécurité, problème. Donc, on va se replier sur le cadre de vie et l'améliorer. On a tellement peur de louper, de déclasser, de passer à côté, que la maison refuge, elle va être extrêmement importante. Donc, on va faire des choses à la maison. Toutes ces tendances vont commencer à faire des choses à la maison, ça va les amplifier. Mais la maison vraiment avec une charge affective hyper importante, une dimension presque spirituelle, de refuge, d'abri, ça va continuer, ça va s'amplifier. On l'a vu avec le confinement, tous les acteurs du culinaire, eux, ils ont des beaux jours devant eux, parce que justement, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de relocalisation des fonctions aussi dans le cadre de vie, dans la maison. C'est-à-dire une cuisine, c'est une cuisine. Une salle de bain, c'est une salle de bain. Il faut remettre une entrée pour justement recréer un sas entre l'extérieur et l'intérieur. On ne peut plus être aussi open. Donc, il y a une espèce de bonne verticalité, de bonne friction qui est en train de rentrer dans le cadre de vie. Il va falloir redéfinir aussi cet espace de travail pour ceux qui auront la possibilité de le faire à l'intérieur de la maison. Quelle est la zone loisir? Quelle est la zone à vivre? Redéfinir les usages. Donc, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer sur une redéfinition de ce qu'est le cadre de vie et pourquoi c'est un cadre de vie qui est en mutation. Et d'ailleurs, ça, forcément, et on est déjà en train de le voir, les impacts sur les fameuses marques maison. Pourquoi déjà? Parce que il y a beaucoup de gens qui vont déménager après l'expérience Covid et confinement, et qui dit déménagement dit repenser effectivement son habitat, le réadapter à une vie qui potentiellement va devoir revivre ce genre d'événement. Et puis, je ne sais pas si vous êtes baladé un peu dans la rue ces derniers week-ends, mais moi, j'ai vu des queues vraiment de dingue pour rentrer dans des magasins et des boutiques de made.com, de mobilier, etc. Donc, et c'est là, pour nous, tout l'intérêt d'un maison-objet qui se positionne exactement au bon moment. C'est que plus que jamais, on a été obligé de se reconfronter à l'état actuel de notre habitat, de notre maison, etc. Et du coup, de prendre conscience que peut-être tout n'était pas optimal, tout n'était pas parfait, et comment on va sauvegarder un peu ça pour demain. La chouchouter, la bichonner, l'augmenter, faire en sorte qu'elle devienne aussi à notre image avec différents scénarios de maisons à envisager. Et encore une fois, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une maison de demain. Il y a des consommateurs de demain qui vont avoir leur maison. Et quand on voit l'autre question sur les problématiques économiques, ne vont-elles pas minimiser les envies d'aller vers une attitude plus en face avec l'environnement? Il y a une grosse question aussi de compensation aujourd'hui. C'est-à-dire que nul ne peut ignorer l'effet Greta, nul ne peut ignorer l'impact de notre vie sur l'environnement, etc. Et peut-être que je vais craquer pour quelque chose, mais cette petite culpabilité, elle va peut-être rester là et donc je vais peut-être compenser. On voit de plus en plus d'applications qui sont de dire tu vas devoir faire tel voyage, tu vas devoir faire telle chose parce que tu n'as pas le choix ou tu as envie de te faire plaisir. Et si tu veux compenser, il va falloir que tu ailles travailler sur ton rapport à la food, etc. Donc tout n'est pas égal. Compenser dans la mode veut vouloir dire travailler sur son voyage, etc. Il y a des choses quand même qui sont mises en place. Encore une fois, il n'y a pas une réponse et une réponse consommateur.
Et alors, on a une dernière Ouais, question. dernière alors, question, sachant parce que qu'il nous ça- reste 1 minute, en fait, en réalité, quand je disais 1 heure de séminaire, c'est parce qu'au bout d'1 heure, ça se coupe. Donc, il nous reste qu'1 minute. Donc, si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On y répondra de manière plus précise ou Ouais, peut-être à travers des collaborations. N'hésitez pas. on peut on peut commencer un relationnel et un esprit communautaire chez Nelly Rodi pour répondre plus précisément à des attentes qui pourraient être précises. En tout cas, merci à vous sur cette fin de Merci. journée. On apprécie que vous ayez fait l'effort de venir nous écouter et on vous souhaite à tous une très belle fin de journée et une très belle soirée. Au revoir. Au revoir.